C'est pas du travail philosophique, c'est quoi? C'est une étrange masse, comme ça, dans laquelle il écrit, lui, ils ne m'attraperont pas, parce qu'ils croient que je suis dans la colonne de droite, mais je suis dans celle de gauche, et quand ils croient que je suis à gauche, je suis à droite. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de grosse masse dont on peut, à laquelle on peut trouver, je dirais, peut-être tous les défauts qu'on voudra, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas arriver à en tirer vraiment une pensée organisée. Oui, mais justement, c'est ça. Il y a des fragments, Oui, mais c'est même pas le fragment, c'est pas le fragment romantique qui est dans Schlegel dit, c'est comme un petit hérisson fermé sur lui, tout l'organisme de hérisson est là-dedans. Non, c'est plutôt, excusez-moi, je ne trouve pas d'autre mot que ce mot argotique français, c'est le bordel. C'est pas le bordel au sens historique du mot, parce que le bordel au sens historique du mot est assez organisé. Mais en français, je ne sais pas, peut-être dans d'autres langues aussi, on dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, on le dit tout le temps, en français en tout cas. Bordel, c'est le lieu du désordre. Le désordre. Le désordre, c'est la débauche, etc. Bon, oui. Et or, prenez Derrida par un autre bout, je peux dire que même que Glass, c'est la sempiternelle question des définitions de la déconstruction. Bon ben, la Fernanda l'a mis là. La déconstruction n'a pas besoin de la déconstruction. Il n'y a pas de définition. Bon. Mais il y en a en même temps, il y en a 36. Y compris la déconstruction, c'est l'Amérique. Qui est en même temps une définition qu'on peut parfaitement bien commenter, bon, etc. Mais, et ça, je dirais, voilà, c'est un côté comme ça, je dirais, structif. Alors, qui veut dire quoi? Il veut dire quoi? Peut-être qu'il ne veut rien dire, justement. Et peut-être que ça n'est pas un projet. Peut-être que ça ne donne même pas une sorte de modèle. Ça, je ne dirais absolument pas. Il faut se mettre à faire un autre glas. Ce serait quoi? Glo? Glu? De toute façon, tout est déjà là. Donc, alors, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt. Voilà, c'est juste ça que je voudrais rajouter maintenant, parce que ça, à un moment donné, tu as touché à ça aussi. Il s'agit plutôt de ceci que, dans la formance, et elle-même toujours revenant à son caractère formance, ne s'en dessaisissant jamais complètement pour le laisser être formé, il s'agit essentiellement d'une force. Il n'y a pas de formance sans force. Sans force formatrice. Force formatrice. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la force formatrice? C'est quelque chose dont... Enfin, je dis qu'est-ce que c'est? Comme si j'avais une réponse. Mais c'est ce qui apparaît dans la philosophie, en tout cas, avec Kant. Avec Kant. Et c'est quoi? C'est la vie. Pour laquelle nous n'avons pas d'analogone. Et justement, je dis, même pour Kant, la force formatrice de la vie, la bildende Kraft, pour laquelle justement il n'y a pas d'analogone, c'est-à-dire nous ne pouvons pas donner un modèle, surtout pas un modèle schématisant au sens de Kant, de ce que c'est que la force, une force formatrice. Or, c'est la vie. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire la vie comme force formatrice? Eh bien, ça veut dire justement un certain bordel. Je veux dire, la vie, c'est quoi la vie? Et c'est ça qui fait le problème de Kant.
Kant, c'est le premier, peut-être, je pense, ouais, bon, j'imagine quand même, c'est le premier philosophe qui est saisi de panique à l'idée que la totalité de la nature, ça fout le camp dans tous les sens. Pourquoi? Ça, c'est simplement l'effet de la mort de Dieu, donc de la mort du grand architecte. Quand il n'y a plus de grand architecte, ça fout le camp. Et alors, cette page étonnante où Kant dit « Et si jamais en un seul jour la terre se couvrait de glace et de fleurs, et si le cinabre était en même temps, parce que très lourd et très léger, et rouge et noir et blanc, je ne sais plus comment. Il y a une espèce de vision comme ça, complètement affolée, qui veut dire que Kant a une conscience extrêmement aiguë de ceci qu'à partir du moment où il n'y a plus un édifice métaphysique, parce que l'architecture a été modèle comme ça, et d'ailleurs chez Kant aussi, Kant aussi il veut construire. Une métaphore peut-être. Oui, mais une métaphore, mais une métaphore qui est inscrite déjà comme plus que métaphore dans le archi. Archi, le principe, le commandement, etc. Bon, donc Kant est le premier qui se rend compte que s'il n'y a pas une architecture métaphysique, on ne sait plus où on va, et ça peut foutre le camp dans tous les sens. Alors, Kant déploie une énergie considérable pour penser une finalité sans fin, pour penser un comme si, un progrès de l'humanité, une histoire, etc. Mais au fond, je pense que Kant n'a jamais été très rassuré. Bon, enfin lui, alors après, on peut dire évidemment, il y a des quantités de gens qui ont essayé de construire à nouveau, et c'est pas par hasard ensuite que la déconstruction, la destruction de Heidegger intervient là-dedans comme un ébranlement qui est justement l'ébranlement non seulement des édifices métaphysiques, mais aussi de la tentation et de la tentative de faire des analogas d'édifices, qui est au fond Kant, comme s'il y avait une finalité dernière. Mais la finalité, ça fait un peu... comme ça sort un peu de la pensée kantienne. C'est quelque chose en dehors de la finalité sans fin. C'est en dehors de Kant? Oui. Ben oui, mais c'est quand même... alors, d'abord, la finalité sans fin, il la trouve à partir de l'art. Oui. C'est dans une réflexion sur l'art. Il la trouve dans le fait qu'il y a un libre jeu donc, des facultés. En fait. Et ensuite, c'est à partir de ça qu'il essaye de penser une finalité qui n'aurait quand même qu'une fin analogique, hypothétique, parce que on ne peut pas présenter le royaume des fins. Mais bon, mais pour Kant, on ne peut pas non plus ne pas penser sans fin dernière. Mais aujourd'hui, voilà, c'est peut-être ça. Je vois que Fernanda s'impatiente, elle a raison. C'est peut-être ça. Il faut vraiment penser sans fin. Ah oui, c'est sûr. Non, je pose la question si c'est trop kantien, ça, ou un peu kantien, ou je ne sais pas exactement, si c'est un peu déconstruction, un peu kantienne, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Non, mais par exemple, si pour un architecte était plus présent, je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, pratiquement, l'idée que l'architecte travaille pour que il y a une finalité. Des gens puissent, je ne sais pas comment, oui, puissent faire n'importe quoi, à la limite, dedans. Oui. Ça, c'est différent, oui, c'est sûr.
Bon, au début, il y a toujours un programme, donc il faut être fidèle au programme. Ça, je suppose, donc il faut pas obéir au programme. Hein, je crois, moi je pose dans mon travail, j'ai toujours... Mais alors aussi, oui, mais peut-être ça veut dire aussi qu'il ne faut pas charger l'architecte de toutes les responsabilités. Ça c'est absurde. Il ne faut pas que l'architecte programme la structure. Mais il faut que les gens qui viennent soit dans les maisons, soit dans les bureaux, soit dans les, oui, dans les palais qui participent et qui interviennent. Et voilà. Excusez-moi, il faut finir.